Après le très beau témoignage de sœur Angélique hier soir sur cette situation très concrète d'engagement avec cette parole qui touche toujours le cœur de tous les chrétiens, de ceux qui veulent prendre au sérieux l'Évangile, tu l'as fait à moi. Tout ce que tu as fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que tu l'as fait. C'est une parole qui s'incarne tous les jours pour chacune et chacun. Nous poursuivons aujourd'hui notre réflexion avec d'abord François-Xavier Bellamy, merci d'être là. François-Xavier, c'est une grande joie. J'avais entendu une conférence de François-Xavier sur Internet et puis ensuite je me suis retrouvé à Carnac. C'était juste après une conférence que vous donniez là-bas. On m'a parlé de vous avec tellement d'enthousiasme que je me suis dit, je tente mon coup. Et par un petit message Facebook, eh bien, c'est intéressant, vous voyez, des fois ça sert à quelque chose. Eh bien, j'ai pu avoir contact avec lui et par retour du courrier, il m'a dit oui. Ensuite, il s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'activités dans son emploi du temps. Et donc, il a quand même pris le temps de venir jusqu'en Suisse pour nous partager sur le choc des incultures. François-Xavier Bellamy est agrégé de philosophie, professeur de philosophie actuellement, maire adjoint de Versailles, délégué à l'enseignement secondaire et supérieur, à la jeunesse et à l'emploi. Avant ça, il a eu plusieurs activités politiques au cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, Renaud Dondieu de Vabre, au cabinet du garde des Sceaux et ministre de la Justice, Rachida Dati, à une mission auprès de Natalia Kosciusko-Morizet. Et voilà, il a également travaillé dans les médias en Angleterre et en France. Il a écrit un livre récemment, Les déshérités ou l'urgence de transmettre. Et puis, à côté de ça, eh bien, il a tenu sa place comme veilleur, je crois, quelquefois, pour attester dans ce silence et cette proclamation publique de la vérité de l'homme, la grandeur de l'être humain. Merci, François-Xavier, d'être avec nous. Merci beaucoup pour votre accueil. C'est vraiment une joie d'être parmi vous au début de ces rencontres, après le témoignage que vous avez pu entendre hier. Je voudrais vous proposer pendant l'heure qui vient peut-être de nous évader dans les hauteurs du concept philosophique, mais vous verrez que d'une certaine façon ce n'est que pour revenir à des réalités qui sont très incarnées et tout à fait proches de nous et de nos inquiétudes contemporaines. On m'a demandé de vous parler donc de cette question du choc des incultures, faisant référence à une expression qui est effectivement comme l'une des conclusions de ce petit livre que vous évoquiez à l'instant, Les déshérités. Et je voudrais commencer par poser avec vous la question de cette inculture contemporaine. Pourquoi je voulais parler de cette inculture? Vous l'avez dit, donc je suis professeur de philosophie et ma réflexion sur cette question a commencé dans l'expérience traumatique et passionnante en même temps qu'a été pour moi l'expérience de l'IUFM. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le système français ou qui ne se souviennent pas de cet étrange objet pédagogique qui s'appelait l'IUFM, il s'agissait de l'année que nous passions ensemble après notre année de concours. Pour devenir enseignant, il fallait donc suivre une formation, ce qui est parfaitement normal, une formation qui devait nous amener à maîtriser la capacité de devenir vraiment enseignant, de devenir un bon enseignant chacun dans notre discipline. Et ce qui m'a beaucoup étonné, en fait, comme tous ceux qui ont vécu cette même expérience, ce qui m'a beaucoup étonné, c'était que le maître mot de cette formation, sa devise fondamentale, son obsession initiale était qu'il ne faut pas transmettre un savoir. Toute la formation des enseignants était structurée par ce principe déterminant, vous ne devez pas transmettre un savoir. J'en vois certains qui rigolent, mais c'est très sérieux. Et ne riez pas trop parce que ce qui s'est produit dans l'éducation nationale, c'est produit partout. C'est produit aussi bien d'ailleurs dans la famille et c'est produit aussi bien exactement dans l'église. Vous souriez, mais j'ai publié ce petit livre à la rentrée et ma sœur est responsable d'aumônerie à Paris, dans un lycée public. Et elle m'envoie la fiche qu'on lui distribue pour lui expliquer comment bien gérer ce rôle d'animateur d'aumônerie. Alors il y a les choses à faire et les choses à ne pas faire. Il y a une liste de 3 choses à faire et une liste de 3 choses à ne pas faire. Et dans les choses à ne pas faire, qui sont rageusement barrées d'une croix, la première des choses à ne pas faire pour un animateur d'aumônerie, c'est transmettre une connaissance de la foi. La chose à faire, c'est donner à chaque jeune l'occasion d'une rencontre personnelle avec Dieu. Mais l'idée qu'il faudrait transmettre la foi comme une connaissance, transmettre la foi comme quelque chose que nous avons reçu et que nous donnons à notre tour, cette idée-là est devenue un problème, cette idée-là est devenue un tabou. Et c'est vrai aussi bien, encore une fois, dans l'école que dans la famille et dans l'église, dans tous les lieux où normalement se transmettent
des repères de vie commune, dans tous les lieux où se transmettent des savoirs, dans tous les lieux où se transmet ce qu'on peut appeler d'une façon générale une culture. Ceci est vrai encore une fois de tous ces lieux et c'est peut-être ce qui explique fondamentalement cette crise, cette mise en crise, cette critique permanente de toute autorité, cette dénonciation de toute relation d'autorité entre les générations qui est en fait simplement l'autre nom de cette relation de transmission d'une culture qui nous précède. Combien de fois ai-je entendu, vous évoquiez le débat français sur le mariage pour tous. J'ai eu l'occasion de faire un certain nombre d'interventions pendant cette année-là pour réfléchir à la question du mariage, de la famille. Combien de fois ai-je entendu pendant cette année-là des parents, et plus souvent encore des grands-parents, qui me disaient « Bien sûr, j'ai vécu dans un modèle familial, et c'est dans ce modèle familial que j'ai été heureux, que ma vie s'est accomplie, que ma vie s'est épanouie. Mais maintenant, de quel droit vais-je imposer ce modèle à mes enfants, à mes petits-enfants? J'ai vécu exactement comme cela, mais maintenant, je ne dois rien leur dire, je ne vais rien leur dire. Ils vont vivre libres, ils vont vivre exactement comme ils voudront. » Je crois d'une certaine façon pour moi-même à cette famille que nous avons décrite ensemble, mais pour ce qui concerne les générations qui viennent, je ne veux pas les influencer, je veux qu'elles soient vraiment libres. Vous le voyez encore une fois, cette question de la transmission que j'ai rencontrée à l'IUFM, cet interdit de la transmission qui pèse sur nous comme une sorte de culpabilité intérieure, comme s'il était désormais coupable de transmettre, eh bien cet interdit-là, nous le traversons, nous le vivons aussi dans tous les lieux de la société où la transmission se vivait jusque-là. Et je crois que la société contemporaine se caractérise exactement par ce basculement, par cette rupture, qui est quelque chose d'assez inouï dans l'histoire des générations humaines et que peut-être dans quelques siècles, on regardera de façon étonnée avec le regard de l'anthropologue, avec le regard de l'ethnologue. Que s'est-il passé pour que subitement, l'acte qui pourrait paraître le plus nécessaire et le plus naturel, celui qui consiste à transmettre, comme on transmet la vie, à transmettre à ceux à qui on a donné la vie, ce dans quoi ils vont pouvoir construire leur vie, comment se fait-il que cet acte-là qui pouvait paraître le plus naturel soit devenu soudain coupable, soit devenu soudain presque comme le synonyme d'une forme d'aliénation que nous infligeons à nos enfants? Car c'est exactement de cela qu'il s'agit. À l'IUFM, encore une fois, on nous expliquait que transmettre un savoir, c'était produire de l'inégalité. Parce que si on transmet un savoir, alors on est des adultes et les élèves dans notre classe sont des enfants et on les regarde de haut. Il y a, disait le jargon de l'éducation nationale, il y a dans l'espace de la classe un sachant et des apprenants, ce qui est une inégalité absolue. Et surtout, le pire de tout, transmettre un savoir, c'est produire une aliénation. Parce que si vous transmettez une connaissance, vous transmettez quelque chose qu'il faut que les élèves apprennent, vous ne leur demandez pas leur avis. Et donc, ils ne sont pas libres. Ils subissent votre autorité. Ils sont aliénés, ils sont dépendants, ils sont privés de leur liberté. Bref, nous avons voulu que nos enfants soient libres et nous nous sommes interdits de transmettre. Et c'est dans cette générosité-là, dans cette générosité nouvelle, et je crois, et j'essaierai de le montrer, dans cette générosité mal placée, mal fondée, je pense, c'est dans cette générosité qu'il faut voir la cause de la crise que nous traversons. Vous voyez, on dit souvent que d'un seul coup, les enseignants sont devenus mauvais, que d'un seul coup les parents sont devenus démissionnaires ou lâches ou coupables d'avoir abandonné la tâche éducative, mais ça n'est pas vrai. Je crois surtout que précisément on les a culpabilisés, on leur a interdit de transmettre, ils se sont sentis coupables de transmettre et par voie de conséquence ils ont voulu continuer à éduquer mais sans transmettre. Alors d'où vient cette idée? Je voudrais peut-être avec vous très brièvement tenter de revenir sur l'origine intellectuelle de cette rupture. En fait, en réalité, elle n'est pas liée à des grands événements qui seraient proches de nous, elle n'est pas liée à des ruptures politiques, à des ruptures techniques, elle n'est pas liée à des événements sociaux ou sociologiques. Elle est liée en profondeur à des mutations intellectuelles, à des bouleversements intellectuels. Alors peut-être est-ce la déformation professionnelle de l'enseignant en philosophie qui parle, mais je crois que l'histoire ne se fait pas dans la rue, l'histoire ne se fait pas dans les parlements, l'histoire se fait bien avant tous ces événements, l'histoire se fait bien avant qu'elle devienne visible, elle se fait dans le silence des grandes pensées, dans le silence des grands textes, elle se fait dans le silence de la rencontre intime avec ces textes et qui précisément transforme le regard que nous portons sur le monde. En l'occurrence, le regard que nous portons sur la transmission a commencé d'évoluer il y a bien longtemps, je le crois en tous les cas, et si je devais citer simplement 3 moments,
que j'ai tenté d'isoler dans ce petit ouvrage que vous évoquiez. Si je devais tenter d'isoler 3 moments de cette mutation, de cet ébranlement, et encore une fois, ce sera nécessairement bien approximatif et je vous en demande pardon, notamment pour tous ceux dans cette salle qui font de la philosophie et qui trouveront évidemment d'autres perspectives pour prolonger ces quelques intuitions trop brèves. Je crois que ces 3 moments, de ces 3 moments, on pourrait concevoir que le premier s'appelle Descartes. Le travail de René Descartes qui fonde la modernité dont nous sommes lointainement les héritiers, le travail de Descartes est évidemment un moment de basculement, un moment de rupture. Et ce moment-là, il trouve son origine dans la déception qu'éprouve René Descartes lorsqu'il considère sa propre éducation, tout ce qui lui a été transmis. Dans le discours de la méthode, Descartes dit d'ailleurs sans aucune fausse modestie, j'étais l'un des meilleurs élèves dans l'une des meilleures écoles d'Europe, c'est-à-dire j'étais le meilleur élève du monde concrètement. Mais sitôt que j'eus terminé tout ce cours d'études au terme duquel on a coutume d'être reçu au rang de docte, je me rendis compte que je n'avais pas fait un pas de plus pour sortir de mon ignorance. Bref, dit Descartes, j'ai fait tout ce qu'on me demandait de faire, tous les exercices qu'il fallait, j'ai lu tous les livres qu'on m'avait mis dans les mains, mais une fois que j'ai terminé le cours de mes études, je me rends compte que j'ai dans l'esprit tout un fatras de connaissances, toute une quantité d'opinions, je ne sais pas lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses, je ne sais pas lesquelles sont certaines et lesquelles sont incertaines, je ne sais pas d'où ça vient. Je n'en sais rien. La seule chose que je sais, pour avoir un peu voyagé, c'est qu'il n'est rien de si absurde qui n'ait été un jour enseigné dans quelque école. Ça veut dire que si ça se trouve, on m'a appris des choses complètement délirantes, mais je n'ai pas pu vérifier. Bref, le grand drame de l'homme moderne, le drame de l'homme cartésien, c'est d'avoir été un enfant. Avoir été un enfant, c'est ça la catastrophe originaire. Parce que qu'est-ce que ça veut dire être un enfant ? Ça veut dire avoir une pensée qui est dans un état temporaire de fragilité et de fragilité critique. Être un enfant, ça veut dire rencontrer des adultes qui vous disent « tu dois apprendre ça » ou « tu ne dois pas dire cela ». Et vous allez à l'école et on vous met dans l'esprit toutes ces opinions, cette quantité d'opinions qu'on fait entrer en votre créance, comme le dit si merveilleusement Descartes. Être un enfant, ça veut dire être dans cet état temporaire de fragilité critique dont les parents et les précepteurs abusent pour nous faire entrer dans l'esprit leur propre vision du monde. Le rêve absolu de Descartes, ce serait d'être né déjà adulte, avec la totalité de sa raison déjà formée, et d'avoir pu précisément partir, non pas de cette fragilité, de cette confusion absolue de la transmission, mais partir d'une raison solitaire qui construit par elle-même son propre savoir. Voilà ce qu'on nous disait à l'UFM, vous ne devez pas transmettre un savoir, vous devez créer les conditions dans lesquelles les élèves vont produire leur propre savoir. Bref, au fond, tout se passe comme si les enfants étaient déjà des adultes et qu'il fallait d'ailleurs d'une certaine façon faire peser sur eux la tâche de construire le savoir, de le reconstruire à leurs frais. En tous les cas, le rêve, ce serait de naître déjà adulte. Et le drame initial de la vie de l'homme moderne, le drame originaire de la vie cartésienne, c'est d'avoir été un enfant. Pour ce que nous avons tous, la phrase est magnifique, pour ce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes, et qu'il nous a fallu rester longtemps sous la suggestion de nos parents et de nos précepteurs, lesquels étant souvent contraires les uns aux autres, ne nous étaient pas toujours favorables, etc. Mais le plus important, c'est le début de cette phrase qui est incroyable. Pour ce que nous avons tous été enfants avant que d'être hommes. Ah, c'est ça la catastrophe absolue. Nous avons tous été des enfants. Et parce que nous avons tous été des enfants, nous ne nous sommes pas faits tout seuls. De quoi êtes-vous responsable dans votre propre vie aujourd'hui ? Dans la façon dont vous regardez le monde, dans la façon dont vous considérez les choses autour de vous ? De quoi êtes-vous vraiment responsable ? Vous n'en savez rien parce que vous avez tous été des enfants. Et quand vous avez été des enfants, encore une fois, eh bien, une quantité de choses vous a été transmise et vous ne l'avez pas maîtrisée, vous ne l'avez pas construite vous-même. Alors, évidemment, la solution, c'est de faire ce que fait Descartes, c'est-à-dire de faire ce que fait la modernité, c'est-à-dire à 40 ans, la crise de milieu de vie, la crise de la quarantaine. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup voyagé comme Descartes, vous décidez de prendre quelques RTT, vous vous retirez dans votre maison de vacances en Touraine, avec votre robe de chambre, vous mettez au coin du feu et vous faites les méditations métaphysiques. C'est tout simple, hein ? Ça commence par douter de tout. Vous allez tout reconstruire à partir de la certitude absolue. Et donc, vous doutez de tout. De quoi est-ce que vous commencez par douter ? Évidemment, de tout ce que vous avez reçu. Parce que tout ça est flou, confus, incertain. Tout ce qui est au moins incertain, tout ce dont je ne suis pas absolument certain, je le considère comme complètement faux. La première chose que j'écarte de ma pensée, évidemment, c'est tout ce qui m'a été transmis par d'autres que moi-même. Et de quoi, au contraire, suis-je absolument certain ? De quoi puis-je être absolument sûr ? Bien, je puis être certain que je pense donc je pense donc j'existe. Voilà la certitude fondamentale. La certitude qui se fonde sur l'affirmation du sujet pensant. Alors, de cela, je ne peux pas douter. Je ne peux pas en douter. Je sais que je pense. Et à chaque fois que je pense, je sais que j'existe. Voilà sur quoi se fonde la modernité. Ego cogito ergo sum. Ego. La modernité commence par cet ego, par ce jeu solitaire sur lequel se fonde toute certitude. Ce jeu qui pense sans les autres et ce jeu qui pense contre les autres.
La modernité, c'est précisément le déploiement de cette efficacité critique du doute cartésien. Le doute érigé en méthode pour se débarrasser de l'incertitude de toutes ces connaissances qui nous ont été transmises. Et de ce point de vue-là, encore une fois, quand bien même nous n'avons jamais lu René Descartes, nous sommes tous des cartésiens. J'étais il y a 3 semaines à l'Assemblée nationale en France pour évoquer avec des députés qui m'avaient sollicité ces questions d'éducation. Et il y a un parlementaire qui me dit « Ah, vous savez, à l'école, on ne devrait pas transmettre des contenus, on devrait apprendre l'esprit critique aux enfants. » Et en fait, ce parlementaire ne le savait certainement pas, mais c'est pas lui qui parlait, c'est Descartes qui parlait à travers lui. Peut-être n'avait-il jamais lu le discours de la méthode, les méditations métaphysiques et les principes de la philosophie, mais il parlait tout entier le cartésien. Et c'est ça la force des grandes œuvres, c'est ça la force des grands auteurs, c'est qu'on les oublie dans leur succès. On se laisse habiter par eux sans même savoir qu'ils signent la totalité de nos propres conceptions du monde. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes tous des cartésiens, nous sommes tous modernes, en ce sens que précisément, nous concevons tous la liberté comme l'efficacité de l'esprit critique qui se déploie contre les autres pour fonder sur la certitude du sujet pensant la totalité de nos propres conceptions du monde. Voilà exactement donc ce qui reste de l'héritage de Descartes dans le regard que nous portons sur la culture. Alors, je passe à un autre événement, deuxième événement, puisque nous n'avons qu'une heure, alors il faut aller très vite. Et encore une fois, je suis désolé du caractère un peu frustrant de cette brièveté. Traversons donc allègrement les siècles comme la philosophie nous y autorise, bondissons par-dessus les années et nous arrivons chez Rousseau. Rousseau qui est le deuxième moment, un moment absolument décisif. Rousseau, le citoyen de Genève, celui qui sans doute a le plus contribué à cette transformation de la pédagogie contemporaine. Alors Rousseau, je voyais en entrant dans ce collège, vous voyez, peut-être c'est celui c'est l'icône qu'il faudrait mettre partout. Je voyais en entrant dans ce collège une image qui me fait penser directement au travail de Rousseau et qui est très frappante. Alors Rousseau, je vais y revenir, comme vous le savez, Rousseau a consacré toute sa vie à une intuition fondamentale, une intuition dont il est saisi un jour en allant rendre visite à son ami Diderot, qui est emprisonné au bois de Vincennes. Rousseau lit une question posée par l'Académie de Dijon dans une gazette littéraire, parce que à l'époque on lit des gazettes littéraires même en traversant les forêts. Et la question posée par l'Académie de Dijon est la suivante, savoir en quoi les sciences et les arts ont amélioré l'homme et contribué au progrès du genre humain. Alors de fait, évidemment, c'est une question rhétorique. Pour le siècle des Lumières, les sciences et les arts sont évidemment l'accomplissement de l'humanité et surtout la clé de sa libération. C'est par la connaissance, c'est par la culture que nous allons nous permettre de dépasser enfin la ténèbre et l'obscurantisme des superstitions qui nous réunissent aujourd'hui en ce lieu, des fanatismes divers et des préjugés les plus variés. Bref, la religion, évidemment, sera un jour dépassée grâce à la science, grâce à la culture, grâce à la connaissance, et nous en serons enfin libérés. Et c'est pour ça qu'on écrit l'encyclopédie. Le siècle des Lumières, c'est celui qui met toute sa confiance dans les sciences et les arts, dans la culture, dans les lettres. Mais Rousseau, lui, eh bien, il est convaincu du contraire. D'un seul coup, il a une sorte d'inspiration subite. Il se dit, mais en fait, c'est exactement ça le problème. La culture, c'est une catastrophe pour l'humanité. Une catastrophe absolue parce que la culture, ça nous empêche d'être naturel. Et toute la vie de Rousseau sera consacrée au déploiement de cette intuition fondamentale. Là encore, petite réminiscence de vos années de terminale. L'homme est naturellement bon et toute la société le pervertit. C'est la société qui nous empêche d'être vraiment ce que nous sommes, c'est-à-dire d'être vraiment naturel. Alors, vous voyez, bon, là c'est samedi matin, il est tôt, c'est difficile, alors passons par un petit détour, passons par le détour de cette petite image que je voyais en entrant dans ce collège. Alors, cette petite image, vous la verrez sans doute en ressortant, c'est celle qui représente un de ces personnages du film de James Cameron qui s'appelle Les Na'vis, dans le film Avatar. Avatar, vous voyez, c'est très simple. Si vous voulez vous épargner la peine de relire le second discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, eh bien, Avatar, c'est le second discours en 3 dimensions. Voilà. Et c'est le film qui a fait le plus grand succès au box-office de toute l'histoire du cinéma. Autant dire un film qui à la fois exprime et sécrète la culture commune. Et là encore, James Cameron ne le savait peut-être pas, mais Avatar n'est pas un film de James Cameron, c'est un film de Jean-Jacques Rousseau. Dans Avatar, c'est très simple, c'est Hollywood, il y a les gentils et les méchants. Donc les gentils, c'est ce personnage bleu que vous verrez à l'entrée, le Na'vi, grand personnage qui vit sur une planète éloignée de nous, Pandora. Cette planète qui est comme les terres lointaines où les hommes des Lumières retrouvaient les hommes de l'état de nature, le bon sauvage. Et donc les bons sauvages que sont les Na'vis vivent sur une planète encore vierge de toute influence de la technique et du savoir.
Ils sont précisément totalement ignorants. Ils vivent exactement dans ces sociétés que l'on dit primitives. Ils vivent de très peu de choses. Ils vivent dans des huttes au milieu de la nature. Mais précisément, ils vivent en communion absolue avec la nature, une communion tout à fait étonnante. Ils ont d'ailleurs une espèce de... C'est représenté d'une façon très naïve, vous voyez, ça dit notre désir ardent d'une symbiose retrouvée avec la nature. Enfin bon, ils ont une grande queue de cheval avec laquelle ils se branchent sur les arbres, sur les animaux et ils prient la nature, et dès qu'il y a un problème, on dirait un groupe de prière charismatique, ils sont tous... la nature leur parle, etc. Ils vivent en communion avec elle, c'est extraordinaire. Et donc ils sont à la fois parfaitement ignorants, en même temps ils sont parfaitement bons parce qu'ils respectent la nature, et la nature les respecte, elle leur donne tout ce dont ils ont besoin, et donc ils sont parfaitement heureux. Ça c'est l'homme de l'état de nature chez Rousseau. Parfaitement ignorant, parfaitement indifférent à tout le savoir, à toute la culture, à toute la connaissance. Vous ne trouverez pas une œuvre d'art chez eux, hein, mais ça leur va très bien, il n'y a aucun problème. Vous ne trouverez pas non plus un seul objet technique, vous ne trouverez jamais une école, évidemment. Pas la peine, pas besoin d'avoir des écoles. Mais ils sont parfaitement bons, précisément parce qu'ils n'ont besoin de rien de plus, et donc ils sont parfaitement heureux puisque la nature suffit à les combler. De l'autre côté, il y a les hommes, et les hommes c'est les méchants, les hommes tels que nous nous voyons, les hommes tels que nous détestons, les hommes de l'état social chez Rousseau. Alors les hommes, au contraire, ils sont extrêmement forts, ils ont toujours des machines incroyables, des écrans digitaux, ils ont des vaisseaux spatiaux, etc. Enfin, c'est un film de science-fiction, hein, donc, mais au fond c'est nous, quoi. C'est les hommes avec toute leur puissance technique, et en même temps, et pourquoi ils ont toute cette puissance? Parce qu'ils veulent toujours savoir plus, pour toujours posséder plus, avoir plus et détruire plus. Ce qu'ils cherchent sur cette planète, eh bien, ce sont les ressources de la nature. Ils veulent tout détruire pour devenir de plus en plus riches, et tout leur savoir, ne leur sert qu'à détruire de plus en plus ce monde dans lequel ils vivent, ce monde dans lequel ils sont arrivés, pour le plus grand malheur de cette planète, rester encore à l'état naturel, rester encore à l'état sauvage. Bref, les hommes de l'état social sont à la fois extrêmement savants, extrêmement méchants et extrêmement malheureux. Voilà. Et donc, la clé absolue du bonheur, ce serait de revenir à cet état de nature. Et d'ailleurs, le héros du film quitte la société des hommes pour rejoindre celle des navis, qui n'est vraiment pas vraiment une société. D'ailleurs, c'est le moment que Rousseau appelle dans le second discours l'époque des premiers regroupements des hommes. Ce sont des hommes, des êtres qui vivent précisément au milieu de cette vie complètement sauvage, dans une forme de société très primitive, et c'est ça, au fond, c'est là que se trouve le véritable bonheur. Alors évidemment, si vous affirmez que l'homme est naturellement bon et que la culture est une perversion de la nature humaine, eh bien forcément vous devez en tirer une déduction pédagogique tout à fait simple, c'est que l'éducation, si tant est qu'il faille une éducation, n'a pour but que de préserver dans l'enfant son caractère naturel. L'enfant, c'est encore l'homme de l'état de nature, il n'a pas encore été influencé par la société, contrairement à nous. Nous, c'est déjà trop tard, nous sommes déjà pervertis, c'est déjà foutu. Alors il faut surtout faire en sorte que l'adulte influence le moins possible l'enfant, que l'adulte perturbe le moins possible la nature en lui, que l'adulte s'abstienne autant que possible de transmettre quelque chose à l'enfant. C'est ça la clé de l'éducation rousseauiste, de cette éducation que Rousseau appelle l'éducation négative. Alors si vous voulez lire le programme de l'éducation nationale française aujourd'hui, ne lisez pas le bulletin officiel que personne ne lit de toute façon, mais lisez l'Émile ou de l'éducation, un texte extraordinaire. L'Émile, c'est le programme de l'éducation nationale contemporaine. Alors bien sûr, notre ministre n'est pas au courant, mais là encore, c'est le succès des grands auteurs que... C'est pas les ministres qui font l'histoire. Mais lisez Rousseau, c'est incroyable. Je l'avais lu comme étudiant, évidemment, mais je l'ai relu comme enseignant et j'en avais des frissons presque toutes les pages, tellement c'est d'une précision extraordinaire dans la prédiction qui est faite. Le but de Rousseau, c'est de construire une éducation, pourrait-on dire, de l'immédiateté. Laisser l'enfant dans son état naturel. Laisser l'enfant être immédiatement lui-même. Surtout, pas de médiation, surtout pas de transmission, pas de médiateur. C'est vraiment cette obsession de l'immédiateté qui caractérise Rousseau. Il faut surtout que rien ne surgisse entre l'enfant et le savoir. Il faut surtout pas transmettre un savoir à l'enfant, donc. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, on peut être certain qu'Émile ne saura rien du tout. Émile, c'est cet élève que Rousseau imagine dans son traité de l'éducation, dont il raconte l'éducation sous la forme d'une fiction, mais qui est en fait une sorte de méthode ou de traité de pédagogie. Émile, en fait, saura très peu de choses. Et alors, quel est le problème, dit Rousseau ? Quel est le problème ? Imaginons, je sais pas, on se promène au bord d'une rivière. C'est un exemple que donne Rousseau, c'est très beau. C'est beaucoup plus beau que le bulletin officiel, d'ailleurs, ça vaut le coup d'être lu, ne serait-ce que pour ça. On se promène au bord d'une rivière, puisque la première chose que fait le précepteur d'Émile, c'est qu'il l'emmène dans la nature, évidemment loin de la société des hommes. Et au bord de cette rivière, Émile, qui a une dizaine d'années au moment des faits, joue avec un bâton, il met le bâton dans l'eau et il se rend compte que le bâton qui, hors de l'eau, est droit, dans l'eau est courbé. Illusion d'optique tout à fait classique.
Et alors Émile dit, mais je comprends pas pourquoi le bâton qui est droit en dehors de l'eau a l'air courbé quand on le met dans l'eau. Alors évidemment, la catastrophe, ce serait que le précepteur lui réponde, attends, je vais t'expliquer, c'est les lois de la réfraction, etc. Non. Surtout pas. L'enfant dit, je ne sais pas. Le précepteur répond, je ne sais pas non plus, cherchons ensemble. Et nous allons réinventer l'optique autour de ce bâton. Alors évidemment, dit Rousseau, vous vous dites que ça va prendre beaucoup de temps. Et sans doute qu'Émile n'y arrivera jamais. Mais alors, quel est le problème ? De toute façon, à quoi ça sert d'apprendre l'optique ? Non mais sérieusement, vous avez tous été dans des cours de physique quand vous étiez lycéen ou collégien. À quoi ça vous a servi concrètement ? Là encore, dans cette réunion avec les parlementaires dont je vous parlais à l'instant, il y a un parlementaire qui me dit « Non mais la réforme de l'éducation, c'est très simple. On va prendre toutes les connaissances qui sont délivrées à l'école, on va mettre des cases à cocher en face, et tout ce qui n'est pas utile à la vie de l'entreprise, on coche et on supprime. Tout ce qui n'est pas directement utile dans la vie économique, tout ce dont on ne peut pas, comme aurait dit Rousseau, tirer quelques profits, on le retire. » En fait, en réalité, alors lui, l'exemple qu'il prenait, qui avait l'air de l'avoir beaucoup traumatisé, c'était l'exemple de la flûte en 5e. Et en France, au collège, vous faites de la flûte en 5e. Alors, il y a eu un grand débat dans cette petite salle de l'Assemblée nationale pour savoir si c'était de la flûte ou du pipeau, mais enfin, en tous les cas, il fallait le retirer. Pourtant, jouer du pipeau, c'est très utile pour des parlementaires, normalement, mais... Et... J'aurais dû leur dire ça, tiens, je viens d'y penser, mais... Et... je me serais sans doute fait virer. Toujours est-il que, en fait, évidemment, la flûte ne sert à rien dans la vie de l'entreprise. Mais en fait, si vous y regardez de plus près, qu'est-ce qui est très utile dans la vie de l'entreprise de tout ce que vous avez appris à l'école ? Alors évidemment, on va retirer tout de suite la philosophie qui s'enorgueillit de n'apporter absolument rien au PIB national. Mais qu'est-ce qu'on va retirer d'autre ? Mais en fait, regardez un seul instant votre vie d'études, votre vie de collégien, de lycéen, et demandez-vous ce qui vous a été utile dans votre vie professionnelle de tout ce que vous avez appris sur les bancs du collège ou du lycée. Vous allez probablement vivre un très grand moment de dépression. Parce que, en fait, de tout ce que vous avez appris, probablement rien ne vous a été directement utile dans la vie de votre entreprise ou dans votre vie professionnelle, quelle qu'elle ait été. Bref, vous voyez, au fond, il y a cette espèce de rapport extrêmement utilitaire au savoir que Rousseau inaugure. De fait, ça sert à quoi de connaître l'optique ? À quoi ça sert ? Alors évidemment, vos enfants, vous en faites des perroquets, des singes savants, vous vous enorgueillissez de les voir répéter à l'infini les choses que vous leur avez mises dans le crâne. Mais tout ceci ne fait pas d'eux des êtres plus intelligents. Au contraire, vous les condamnez à jouer ce jeu artificiel, ce jeu artificieux de la vie en société. À quoi ça sert la culture ? Ça sert simplement à parler dans les salons, ça sert à faire des mondanités, ça sert justement à se placer dans l'échiquier social. En dehors de ça, évidemment, ça ne sert strictement à rien. À rien. Et donc débarrassons nos enfants de ce triste labeur d'apprendre, débarrassons nos enfants de tout cet ameublement malheureux qu'on les oblige à fréquenter à un âge pourtant si tendre, où justement ils représentent encore l'humanité dans cet état d'immédiateté, dans cet état de perfection, l'humanité dans son état de nature, dans cet état naturel. Être naturel, rester dans cette immédiateté absolue, mais ce serait ça, au fond, le bonheur. Ne plus avoir à subir une médiation quelconque. Ne plus, par exemple, pour prendre un exemple tout simple, ne plus avoir à subir les livres. Le livre, c'est l'emblème de la médiation, parce que le livre, c'est ce dont vous recevez quelque chose. Dans le livre, vous n'êtes pas actif. Quand vous lisez un livre, vous n'êtes pas en train de construire votre savoir. Au contraire, vous êtes en train de recevoir quelque chose. Commencer un livre suppose de faire un pari fondamental. Le pari que ce livre a quelque chose à vous apporter. C'est un grand acte d'humilité. Et ce livre, précisément, qui incarne la médiation, c'est ce que Rousseau veut écarter absolument. Je hais les livres, dit Rousseau, je hais les livres. Et donc, il faut commencer par écarter tous les livres, supprimer tous les livres. Émile n'aura pas le droit de lire un livre avant l'âge de 15 ans. Il ne touchera pas un livre. Et d'ailleurs, Rousseau est persuadé qu'en n'ayant pas touché un livre, il sera beaucoup plus tranquille, beaucoup moins curieux, beaucoup moins inquiet des questions du monde, et qu'il restera dans cette indifférence fondamentale à tout ce qui est autour de lui, qui est la clé de son bonheur absolu. À 15 ans, il a le droit de lire un livre, Robinson Crusoe, pendant 3 ans. Il a intérêt à aimer, 3 ans avec Robinson Crusoe. Et pourquoi Robinson Crusoe ? Parce que justement, Robinson Crusoe, il est sur son île déserte, et c'est ça en fait, le but de l'éducation. C'est de former quelqu'un qui puisse vivre sur une île déserte. Et vous voyez que Robinson Crusoe, sur son île déserte, précisément, il n'a pas de bibliothèque, ça lui sert absolument à rien. Ce qui compte pour lui, c'est de savoir comment se nourrir, comment faire du feu, comment trouver de l'eau potable. C'est ça en fait qui est utile. C'est de savoir trouver partout, dit Rousseau, de savoir trouver partout son propre profit. Et là, vous voyez, le travail de Rousseau est d'une prémonition absolue parce que, en fait, en réalité, on pourrait penser que
sa conception s'applique jusque dans ses ultimes conséquences à notre éducation contemporaine. De fait, il s'y retrouve des points communs en permanence. Vraiment, s'il y avait qu'une seule chose à faire à la suite de cette brève intervention, ce serait de lire l'Émile. Vraiment, lisez l'Émile, vous allez tout retrouver dedans. C'est incroyable. Et tout, y compris d'ailleurs de la façon dont nous voyons la famille, l'éducation dans la famille. Il faut laisser l'enfant être libre, dit Rousseau. Il faut faire en sorte que l'enfant soit toujours parfaitement libre, qu'il croit toujours être le maître, dit-il. Parce que si on lui impose une autorité, de fait, il est privé de sa liberté. Cette liberté, elle est fondamentale. Donc, il ne doit jamais y avoir de relation d'autorité. Où la relation pédagogique ne doit se fonder que sur un seul ressort, c'est l'estime que l'enfant porte à l'adulte. Parce que sinon, sa liberté est piégée, là encore. L'autorité, écrit Rousseau, l'autorité signifie, 2 points, être aimé de l'enfant. Il y a à toutes les pages, vous allez trouver des choses qui vous rappelleront tellement de discours contemporains. Et donc, jamais ne lui imposez rien. Laissez-le faire son expérience. Laissez-le apprendre par lui-même. Par exemple, quand Rousseau parle de la façon dont il faut apprendre à l'enfant à marcher, il dit, il faut surtout pas trop le tenir, vous voyez. Il faut qu'il tombe. Il va tomber 1 fois, 2 fois, 3 fois, mais c'est pas grave. Le bien-être de la liberté rachète beaucoup de blessures. Combien de fois entendons-nous des parents, des éducateurs dire, voyez, il va se planter, mais c'est pas grave, il faut le laisser faire son expérience. En fait, en réalité, derrière cette obsession de la liberté de l'enfant, il y a l'affirmation rousseauiste, le bien-être de la liberté rachète beaucoup de blessures. Tout ira bien. Ce qui compte, c'est surtout, encore une fois, pas de médiation, pas d'autorité, pas de relation de médiation entre l'enfant qui puisse s'interposer entre lui et son avenir pour le rendre artificieux, pour l'éloigner de cette nature fondamentale. Et puis, le plus frappant peut-être, et je termine par là, c'est du coup le regard que nous portons sur l'enfant, c'est cette espèce d'inversion absolue justement du regard. Vous voyez, quand on se penche sur l'histoire de la philosophie, on retrouve parfois des questions dont on a peine à comprendre la signification. Aristote, comme vous le savez peut-être, Aristote dans l'Éthique à Eudème se demande si les enfants peuvent être heureux. Et il conclut que les enfants ne peuvent pas être heureux. Pourquoi ? Parce que être heureux, dit Aristote, c'est être accompli, c'est avoir accompli ses facultés. Or, l'enfant est en devenir, il n'est pas encore complètement accompli. Plus on grandit, plus on s'accomplit, plus on a de chances d'être heureux. Plus on vieillit, même plus on a de chances d'être heureux. Et Aristote dit d'ailleurs que, en fait, on ne peut dire d'un homme qu'il a été heureux que le lendemain de sa mort, parce que le jour où on est peut-être le plus heureux, c'est le jour où on s'est accompli, le jour où on va vers son accomplissement, le jour où sa vie est justement en train de s'accomplir de façon définitive. Alors évidemment, cette idée-là, elle est totalement renversée par le paradigme contemporain que Rousseau inaugure. Si l'enfant est encore l'être dans l'état de pure nature, si l'enfant c'est l'être le plus naturel, le plus spontané et donc le plus heureux, si son ignorance, cette aimable ignorance de l'enfant, dit Rousseau, est ce qu'il faudrait protéger en chacun de nous, alors dans ce cas précisément, l'enfant est le plus heureux. Regardez la façon dont nous avons renversé totalement l'idéal aristotélicien. Aujourd'hui, le bonheur, c'est d'être jeune et de rester toujours jeune. Aujourd'hui, le bonheur, c'est de rester toujours dans cet état d'immédiateté originaire qu'est l'enfance. Rester jeune, rester frais. Vous voyez ? Alors aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Vous avez 20 ans, c'est le bonheur absolu. Vous avez 25 ans, vous rentrez dans la vie d'adulte. Vous avez 30 ans, la pente glissante. 40 ans, la grande rupture. 50 ans, on n'y pense plus. Et après, vous voyez. Mais c'est terrible d'ailleurs, parce que quelle société promettons-nous ? Quelle image la société renvoie-t-elle aux jeunes eux-mêmes ? C'est extraordinairement anxiogène pour des jeunes. Une société qui fait de la jeunesse son idéal. Une société qui dit que l'adolescence, c'est le meilleur moment de la vie. Mais c'est dramatique pour des adolescents. Parce qu'en fait, on leur dit que tout leur avenir ne peut être qu'une longue et lente déchéance. Mais c'est ça que dit le monde des adultes aux jeunes en permanence, quand ils cultivent l'obsession de rester jeunes. Quand il fait justement de la jeunesse, pourtant cette phase de transition qui n'est pas si facile, qui est même très difficile, quand le monde des adultes fait de la jeunesse, cet âge de transition, un idéal absolu. Eh bien, encore une fois, c'est de cette immédiateté rousseauiste que nous tirons ce renversement du paradigme contemporain. Et puis le dernier moment, c'est le moment bourdieusien, mais je ne voudrais pas y revenir trop longtemps. Là encore, un moment qui est beaucoup plus proche de nous, Bourdieu, publié en 1964, cet ouvrage qui s'appelle « Les héritiers ». Mais alors, j'ai fait un débat il y a pas très longtemps. Les héritiers, c'est un texte qui a profondément marqué la culture française, la société française. J'ai fait un débat il y a pas très longtemps avec un rédacteur en chef du journal Le Monde, qui se trouve être suisse. Et alors, il me disait, vous voyez, au Monde, il y a des gens qui ont des convictions assez variées, finalement, des engagements divers, des foi ou des actes de foi qui sont assez éloignés les unes des autres. Mais alors, il y a une chose que tout le monde a en commun dans la rédaction du Monde, c'est Bourdieu. Tout le monde est bourdieusien.
Sauf moi, disait-il, parce que je suis suisse et j'ai eu la chance de grandir dans un pays qui n'est pas bourdieusien. Donc la Suisse, semble-t-il, a été épargnée par ce rayonnement des héritiers. Les héritiers achevaient de condamner la transmission en dénonçant la culture comme une stratégie de ségrégation sociale, une stratégie de discrimination à l'intérieur de la société. Et c'est probablement ce qui marquait le plus notre expérience de jeunes enseignants quand on nous expliquait à l'IUFM que, par exemple, en mettant des notes à nos élèves, la notation, vous savez, est un débat permanent aujourd'hui en France, en mettant des notes à nos élèves dans la violence absolue de l'acte de la notation, nous étions en train de préparer les futures masses laborieuses résignées pour les grandes entreprises, les grandes multinationales qui viendraient demain se servir dans le prolétariat que nous leur offrions. Un maître des notes, ça voulait dire sélectionner les élites des réprouvés, distinguer d'un côté ceux qui sont du côté du pouvoir et ceux qui sont au contraire, du côté des opprimés. Et tout ceci se prépare à l'école, et l'école n'est qu'un lieu de préparation de ces ségrégations sociales, un lieu de reproduction des ségrégations sociales, un lieu de reproduction cachée des privilèges. Voilà, c'est sous cette forme que Bourdieu dénonce la culture et qu'il achève de dénoncer, du coup, la transmission de la culture. Mais ceci, peut-être, est moins directement intéressant pour notre propos, quoique le travail de Bourdieu ait été d'une influence décisive. Alors, je voudrais quand même prendre le temps qui me reste pour tenter de montrer sur quoi se fonde, encore une fois, l'erreur ou cette fausse générosité que j'évoquais à l'instant. Et peut-être pour faire la transition avec Bourdieu, repartons d'une expression qui est décisive dans le travail bourdieusien. Cette expression, c'est celle du capital culturel. Bourdieu dit que la culture est un capital. Un capital, c'est-à-dire un acquis, quelque chose que l'on possède comme une richesse, comme un patrimoine qui s'entretient. La transmission de la culture, c'est de la transmission du patrimoine, exactement comme le patrimoine financier ou le patrimoine immobilier. On transmet de la culture comme un capital convertible d'ailleurs en liquidité, dit Bourdieu, les titres universitaires, c'est comme les titres de bourse, ça se transforme en argent. Et donc la culture n'est rien d'autre que de l'avoir, n'est rien d'autre que de l'acquis. Et peut-être cette idée-là, là encore, nous l'avons tous absorbée. Nous serions peut-être tous d'accord pour parler de la culture comme d'un bagage, parler d'un bagage culturel. Un bagage culturel nécessaire pour s'en sortir dans l'existence. Un bagage culturel qu'il faut que l'école transmettre au minimum pour permettre aux enfants qui y viennent de pouvoir demain accéder à une vie professionnelle digne de ce nom. Bref, l'idée que l'école doit transmettre un bagage culturel, que la famille doit transmettre un bagage culturel, cette idée-là nous paraît relativement anodine et relativement banale. Et pourtant, je la crois profondément fausse. Et même, je crois qu'elle est au cœur de cette condamnation de la culture que nous évoquions à l'instant. Pourquoi ? Parce que décrire la culture comme un bagage, d'une certaine façon, c'est décrire la culture comme un acquis que nous avons en plus de notre propre personnalité. Le voyageur qui se déplace avec son bagage, le voyageur est séparable du bagage. Vous pouvez perdre votre bagage et vous ne changez pas pour autant, vous ne cessez pas d'être vous-même. Et même dans le top du top, dans l'idéal de l'idéal, si ça pouvait être possible, si jamais vous trouvez quelqu'un pour porter votre bagage à votre place, ce serait encore vraiment génial, ce serait idéal. La culture est un bagage, eh bien, si la culture est un bagage, le rêve, ce serait que nous puissions trouver quelqu'un pour la porter à notre place, ce bagage encombrant et pénible. Et de fait, c'est ce que nous croyons avoir trouvé avec Internet. Maintenant qu'il y a Internet, justement, le réseau stocke pour nous la quantité du savoir acquis par les siècles passés et nous sommes enfin délivrés de la tâche pénible d'apprendre à nos élèves à stocker dans leur esprit cette culture qui est désormais disponible pour eux en permanence sur le réseau. Si la culture est du côté de l'acquis, si elle est du côté de l'avoir, si elle est un bagage, alors de fait, nous pouvons nous en séparer sans aucun dommage. Et même d'ailleurs, il faut nous en séparer le plus possible. Car enfin, il est tout à fait nécessaire de partir en vacances avec un bagage, évidemment. Quand vous partez en voyage, il faut que vous fassiez votre valise. Mais la rationalité élémentaire veut que vous fassiez le bagage le plus léger possible. Parce qu'un bagage, c'est pénible, un bagage, c'est encombrant, un bagage, ça gêne votre liberté de mouvement. Donc si vous partez en voyage, le mieux, c'est d'avoir la valise qui soit la plus légère et la moins encombrante possible. Si la culture est un bagage, alors dans ce cas, effectivement, il faut que ce bagage soit réduit à sa plus simple expression. Et même quand nous défendons la nécessité de la culture sous la forme de cet acquis, sous la forme de cet avoir, en fait, nous la condamnons à nouveau. Je crois profondément que la culture n'est pas de l'ordre de l'avoir, mais que la culture est de l'ordre de l'être. Et par culture, ici, je n'entends pas simplement le fait de fréquenter les beaux-arts et d'aller à l'opéra. J'entends par culture tout ce qui est ajouté par l'homme à la nature, à commencer par cette forme première de la culture qui est, par exemple, la langue. Prenons cet exemple tout simple de la langue. Je pense que la transmission de la langue n'est pas quelque chose qui relève de l'acquis ou de l'avoir, d'une compétence ou d'un savoir-faire, mais que la transmission de la langue est quelque chose qui relève de l'ordre de l'être, qui touche à notre être même, qui touche à ce qu'il y a de plus essentiel en nous.
La culture n'est donc pas un acquis, elle n'est pas un bagage, elle est du côté de l'être, en ce sens que précisément pour être nous-mêmes, pour devenir nous-mêmes, pour être vraiment ce que nous sommes, nous avons besoin de la culture, nous avons besoin de cette médiation de la culture. Au cœur de cette réflexion sur la culture, il y a ce mystère profond qui nous dit que l'homme n'est pas un être d'immédiateté, que l'homme est un être de médiation, que l'homme est par nature un être de médiation. C'est là notre grande différence avec l'animal, différence tout à fait fascinante. S'il n'y avait qu'une seule différence entre nous et l'animal, peut-être serait-elle à situer ici, dans ce rapport à l'immédiateté. L'animal est un être d'immédiateté, pardonnez-moi d'être aussi approximatif et aussi rapide, mais on peut considérer que d'une façon générale, ce qui distingue l'homme de l'animal, c'est que l'animal est immédiatement lui-même. Il possède immédiatement, dès le moment où il naît, la totalité des savoirs qui sont le propre de son espèce. Il est déjà tout entier accompli et il n'aura pas besoin, en tous les cas, d'une éducation, il n'aura pas besoin d'une médiation, il n'aura pas besoin d'une relation avec l'autre pour accomplir les savoirs propres à son espèce. Il faudrait évidemment le nuancer, ce point. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais globalement, on peut considérer que c'est là le propre de l'animal. Les abeilles ne font pas des écoles d'architecture pour apprendre à construire des ruches. Et les araignées ne font pas des écoles d'ingénieurs pour apprendre à tisser des toiles. Même si leurs toiles sont des miracles d'équilibre. C'est tout à fait extraordinaire. Alors évidemment, solidaire de cette immédiateté de l'animal est aussi la fixité absolue du règne animal. Précisément, jamais les abeilles ne font la révolution, ne décident de couper la tête à la reine pour instaurer une société démocratique. Jamais elles non plus, elles ne tentent l'expérience de construire des ruches en gratte-ciel pour voir à quoi ça ressemble et si c'est plus rentable pour la production du miel. Mais justement, il n'y a pas de distance entre elles et leur propre savoir. Mais ce qui est fascinant pour nous, ce qui est absolument fascinant, c'est que leur savoir, elles le possèdent immédiatement. Immédiatement. Je ne sais pas, on pourrait prendre une quantité d'exemples. Un exemple que j'affectionne particulièrement, mais on pourrait en prendre 1000 autres. L'exemple du petit coucou. Encore, samedi matin, il est tôt. Le coucou. Le coucou. Vous connaissez le coucou? Le propre du coucou, c'est que c'est une espèce parasite. Le coucou ne fait pas son nid. Le coucou pond ses œufs dans le nid d'un autre oiseau. Tout à l'heure, avec Thérèse, nous parlerons peut-être d'autres exemples de coucou. Le coucou donc pond ses œufs dans le nid d'un autre oiseau. Il ne fait pas son nid lui-même, semblable en cela à notre président de la République. Et donc la maman coucou, par exemple, pond son œuf dans le nid de la petite merlette. La petite merlette est partie chercher des brindilles. La maman coucou passe, elle pond son œuf au milieu des œufs de la petite merlette. La petite merlette revient. Et puis, elle n'a rien compris à l'histoire. De toute façon, elle ne sait pas compter. Donc, elle couve tous les œufs. Et il se produit cette chose étonnante que le petit coucou arrive à maturité avant les autres oiseaux. Il casse la coquille, il sort la tête de sa coquille, il regarde autour de lui. Et quelle est la première chose que fait le petit coucou avant même d'être complètement sorti de son propre œuf? Il casse les autres œufs autour de lui et il les jette par-dessus bord. La question est la suivante. Qui a appris au petit coucou ce qu'il devait faire pour éliminer ses concurrents dans la lutte pour la survie? Personne. Et c'est fascinant. C'est absolument incroyable. Regardez les petites tortues de mer qui sortent du tas de sable chaud sur lequel elles ont été couvées pendant le temps de leur maturation. Elles sortent toutes ensemble de ce tas de sable chaud et elles se ruent vers la mer. Parce que si elles ne se ruent pas vers la mer, bien les oiseaux de proie passent et les dévorent. Mais qui a dit aux petites tortues de mer qu'il fallait foncer vers la mer? Et elles auraient pu sortir, dire, ah c'est joli, regarde le paysage, etc. Non, et surtout, qui a dit aux petites tortues de mer de quel côté était la mer? Elles sortent de leur coquille, elles sortent du tas de sable chaud et elles foncent directement vers la mer. Et c'est absolument incroyable. À côté, évidemment, le petit bébé humain a l'air complètement ridicule. Quand il naît, à peine sait-il pleurer pour dire qu'il a faim, et encore, souvent, ses cris sont tellement erratiques qu'on a du mal à comprendre exactement ce qu'il veut dire. Bref, l'instinct du petit bébé, cette capacité d'immédiateté est extrêmement faible. Et pourtant, le petit bébé humain, par sa nature propre, par l'espèce à laquelle il appartient, il est capable de parler, il est capable de penser, il est capable d'entrer en relation avec l'autre, il est capable d'aimer. Mais pour accomplir toutes ces facultés, il faudra qu'il rencontre l'autre. Il faudra précisément que lui soit transmis, dans l'efficacité de cette médiation originaire, que lui soit transmis la culture qui viendra accomplir sa propre nature. Reprenons l'exemple de la langue. Et tout le XXe siècle a critiqué la langue comme étant l'occasion d'un enfermement de notre liberté, parce que quand même c'est insupportable qu'il faille utiliser les mots des autres pour décrire ce que nous pensons, pour décrire ce que nous vivons, ce que nous éprouvons profondément, pour faire entrer dans ces mots qui sont non pas les nôtres, mais ceux que d'autres ont construits avant nous, l'essence de notre propre aventure personnelle. Et pourtant, la question qui se pose encore une fois est la suivante. Est-ce que nous serions vraiment nous-mêmes sans la langue qui nous a été transmise ? Est-ce que nous serions plus capables d'être libres? Est-ce que nous serions plus capables d'être naturels
sans cette langue que nous avons reçue. Roland Barthes écrivait dans son cours inaugural au Collège de France, Roland Barthes disait, comme vous savez peut-être, que la langue est fasciste. Pourquoi la langue est fasciste? Parce que précisément la langue suppose de rentrer dans une relation avec l'autorité. Parler une langue, c'est toujours apprendre à bien parler une langue. Une langue nous impose ses règles, elle nous impose ses codes, elle nous impose ses conventions artificielles. Il y a des choses qui se disent et il y a des choses qui ne se disent pas. Et quand nous avons appris notre langue, nos parents n'ont cessé de nous répéter « Non, ça se dit pas comme ça, ça il faut pas le dire, ça c'est interdit, il faut pas le dire comme ça, etc. » Bref, nous avons passé notre temps à nous heurter à ces interdits dont la langue est saturée. Et après, pire encore, nous avons été à l'école et nous avons fait des dictées et nous avons dû subir ce traumatisme fondamental de voir nos copies remplies de rouge et de recevoir des mauvaises notes. Parce que précisément, la langue doit nous imposer de se plier à son autorité, à sa grammaire, à sa syntaxe, à son orthographe. En ce sens donc, la langue s'impose à nous comme une production contingente, conventionnelle, artificielle, et qui nous impose son ordre propre. La langue, disait Roland Barthes, est fasciste, et il ne peut y avoir de liberté que hors de la langue. Mais où se trouve cette liberté hors de la langue? Serions-nous vraiment plus libres si nous n'avions reçu aucune langue? Serions-nous véritablement nous-mêmes, sans la langue qui nous a été transmise? Bien là encore, je crois que un rapide coup d'œil, un simple retour en arrière sur chacune de nos vies nous permet de comprendre qu'en réalité, c'est par ce qui nous a été transmis que nous avons construit notre propre liberté. Et c'est notamment dans la langue que nous avons pu construire notre propre pensée. Encore une fois, voilà ce qui est le cœur de l'expérience humaine, de ce mystère de la médiation, ce mystère fondamental, ce paradoxe absolu que nous avons besoin de ce qui nous vient des autres pour devenir nous-mêmes, pour devenir vraiment naturels, pour accomplir notre propre nature. La langue ne sert pas seulement à exprimer sa pensée, comme si notre pensée était déjà toute faite avant la langue, mais la langue sert à penser. C'est dans la langue que se constitue notre pensée. C'est dans la langue que se constitue chacun des actes de conscience, chacun des moments de notre histoire personnelle. C'est dans la langue que tout ceci s'élabore et se constitue. Et d'une certaine façon, dans chacune de vos idées, même la plus personnelle, dans chacune de vos émotions, même la plus intime, dans chacun de vos états d'esprit, il y a encore quelque chose qui vous vient des autres. Chacune de vos idées, vous la devez à ce qui vous a été transmis à d'autres. Et voilà encore une fois ce cœur de l'expérience humaine, ce cœur du paradoxe de l'expérience humaine, que même quand l'adolescent se rebelle contre ses parents, même quand il leur dit « tout ce que vous m'avez transmis, ça m'énerve et j'en veux pas », même quand il leur proclame cela, il le fait encore avec les mots qu'il a reçus d'eux. Nous devons toute notre liberté aux autres. Ça ne veut pas dire encore une fois que nous avons été formatés par cette culture que nous avons reçue, au contraire. Et l'expérience de n'importe quel éducateur consiste à observer avec émerveillement, et parfois peut-être aussi avec inquiétude, à observer ce que d'autres que lui vont faire de ce que nous leur transmettons, à observer ce que de plus jeunes que nous vont pouvoir faire de la culture qui leur est offerte, de la culture dont nous sommes les passeurs. Ce qu'ils en feront ne ressemble pas à ce que nous en avons fait. Ce qu'ils en feront est tout à fait inédit, tout à fait singulier, tout à fait nouveau. Mais malgré tout, c'est par cette culture qui leur est transmise qu'ils sont capables d'être inédits, qu'ils sont capables d'être nouveaux, qu'ils sont capables précisément d'être vraiment libres et qu'ils sont capables de devenir véritablement eux-mêmes. Voilà, vous voyez, ce qui est, me semble-t-il, fondamental dans l'expérience de la médiation. J'étais il y a quelques semaines à l'Opéra de Lyon pour un colloque, et alors on nous montre une petite vidéo. C'est la vidéo d'un pianiste de l'Opéra de Lyon qui va dans une classe de collège, un collège défavorisé avec son piano. Il va montrer son piano aux élèves qui sont là et qui, pour la plupart d'entre eux, n'ont jamais vu un piano de leur vie. La séquence est tout à fait charmante, d'ailleurs, très poétique. Le pianiste dit aux élèves qui sont dans la classe, venez toucher le piano, etc. Donc chacun d'entre eux se lève, s'approche du piano, appuie sur les touches un peu au hasard, une improvisation, etc. Et puis après cette séquence, la petite voix qui fait le commentaire de la vidéo nous dit, pour la première fois dans leur vie, ces élèves ont pu faire une expérience de créativité personnelle. À cela, évidemment, j'intervenais juste après, et donc, évidemment, je me permets une petite nuance, et non pas sur l'expérience en elle-même, qui est très belle. Évidemment que la première fois que vous voyez un piano, il faut taper sur des touches au hasard pour voir le son que ça fait. Enfin, vous voyez, nous avons tous commencé par là. Les plus grands pianistes ont bien un jour touché un piano pour la première fois de leur vie. Mais ça n'est pas encore faire une expérience de créativité personnelle que d'appuyer au hasard sur les touches d'un piano. Pour faire une vraie expérience de créativité personnelle, je ne sais pas, pour devenir Chopin ou Beethoven, il faut avoir passé des années à apprendre. Il faut avoir passé des années à recevoir un savoir que nous ne produisons pas nous-mêmes. Pour composer quelque chose d'aussi personnel, d'aussi intime, d'aussi singulier, d'aussi nouveau qu'un nocturne de Chopin, il a fallu que Chopin fasse des gammes pendant des années. Pendant des années.
précisément, le propre de l'expérience humaine, c'est que nous ne sommes pas immédiatement nous-mêmes, que nous ne sommes pas immédiatement libres, que la liberté n'a rien d'immédiat, que la liberté est toujours l'effet d'une médiation, de ce qui est reçu des autres et qui nous permet d'accomplir notre propre nature. Et voilà ce qui donne d'une certaine façon comme une clé pour l'expérience humaine dans sa généralité. Toute notre vie, nous aurons à recevoir des autres ce qui nous conduira vers notre propre accomplissement, ce qui nous conduira vers notre propre maturation. C'est vrai en particulier de l'état d'enfance, de cette période qui justement est singulièrement consacrée à cette progression vers soi-même, à ce moment de l'accomplissement initial de ses facultés. Mais c'est vrai au fond de toute notre vie, et toute notre vie nous serons des enfants, toute notre vie nous serons en chemin vers cet accomplissement, toute notre vie nous aurons à faire, comme le dit Pindare, cette expérience merveilleuse qui consiste à devenir soi-même, deviens ce que tu es. Ce vers de Pindare tellement mystérieux, tellement paradoxal. Normalement, on n'a pas besoin de devenir ce qu'on est déjà. Et quand j'étais petit, je voulais devenir professeur de philosophie. Maintenant que je le suis, c'est bon, je ne me lève pas tous les matins en me disant j'aimerais bien devenir prof de philo. Et pourtant, au cœur de notre expérience humaine, encore une fois de façon essentielle, se joue cette aventure fondamentale que nous devons apprendre à devenir ce que nous sommes, à coïncider avec notre propre personnalité, à avancer vers nous-mêmes. Et le chemin par lequel nous pouvons avancer vers nous-mêmes, c'est la culture sous toutes ses formes. C'est la rencontre avec ce qui nous est transmis par notre héritage. C'est la rencontre précisément avec ce qui nous vient des autres, avec ce que les autres nous transmettent, avec ce que les autres font venir jusqu'à nous dans l'actualité des productions culturelles, dans l'actualité précisément de cette parole qui nous aide à devenir nous-mêmes, à nous approcher de notre propre personnalité. Sans culture, il n'y a pas de nature humaine. Sans culture, il n'y a pas de liberté. Sans culture, il n'y a pas d'humanité. J'aurais peut-être terminé simplement sur trois points, trois remarques, trois déductions que nous pouvons tirer de cette intuition que nous venons de tenter d'embrasser de façon trop rapide. La première remarque concerne la nécessité de renouer avec la transmission, et je crois l'urgente nécessité de renouer avec la transmission. Et comment pouvons-nous renouer avec la transmission ? Eh bien sans doute par un acte tout simple, un acte qui en même temps est le plus éloigné de l'état d'esprit contemporain, et qui s'appelle l'acte de la reconnaissance. En fait, en réalité, comment fonder cette intuition de la nécessité de la médiation ? Eh bien, nous pouvons chacun d'entre nous la fonder sur notre propre vie. Il nous suffit de regarder ce que nous avons reçu et de considérer que dans ce que nous avons reçu, nous avons pu nous reconnaître, nous avons pu nous connaître, nous avons pu reconnaître notre propre nature. Et de ce que nous avons reçu dans cet acte, dans cette prise de conscience, eh bien, de ce que nous avons reçu, nous pouvons alors nous sentir reconnaissants. La reconnaissance, ce qu'on pourrait appeler l'action de grâce, c'est peut-être d'une certaine façon l'acte le plus urgent qui soit, le plus décisif, le plus fécond, le plus indispensable et en même temps le plus difficile à la société contemporaine. Le propre de ces trois auteurs que je viens de citer, c'est une volonté absolue d'affirmer l'indifférence de l'individu à l'égard de ce qui l'a précédé. Devenir indifférent. Descartes est le premier philosophe à avoir formulé, même s'il a beaucoup varié sur ce point, c'est malgré tout le premier philosophe à avoir formulé l'idée de la liberté d'indifférence. Plus je suis indifférent, dit Descartes, peut-être plus je suis libre. Plus je suis indéterminé, plus je suis libre. Et c'est comme ça que la société contemporaine perçoit la liberté. Si vous demandez à des adolescents ce que ça veut dire être libre, l'adolescent étant généralement le meilleur porte-parole de l'opinion commune, si vous demandez à des adolescents ce que veut dire être libre, eh bien ils vous répondront très probablement que être libre, c'est faire ce qu'on veut. Être libre, c'est ne pas être déterminé. Être libre, c'est être indifférent. Il y a bien de la distance, là encore, entre le fait de faire ce qu'on veut et la capacité même à vouloir, à savoir ce que l'on veut, à vouloir vraiment ce que l'on fait. Non pas simplement à avoir le choix, mais à faire des choix et à faire de vrais choix. Et pour apprendre à faire de vrais choix, précisément, nous avons besoin de recevoir de la culture ce qui viendra accomplir notre liberté. Avoir le choix, c'est immédiat, mais avoir le choix, ça n'est pas encore une expérience de liberté. Avoir le choix suppose de rester indifférent à tous les choix possibles, de considérer qu'ils sont tous identiques, qu'ils sont tous égaux, de rester parfaitement indéterminé. Mais ça n'est pas encore cela, être libre. Être libre, ça n'est pas avoir le choix. Être libre, c'est choisir. Être libre, ça n'est pas être indifférent. Être libre, c'est faire des différences. Et pour faire des différences, encore une fois, il faut la culture. Nous avons besoin de la culture pour faire des différences. Et même pour voir les différences qui sont dans le monde. On pourrait s'arrêter longtemps sur ce point.
Mais la culture qui était dénoncée par Rousseau comme la fin de l'indifférence heureuse, la culture qui était dénoncée par Bourdieu comme l'exercice d'une distinction sociale, d'une différenciation sociale, la culture, en fait, est effectivement puissance de différenciation, capacité de voir et de lire les différences et les singularités qui habitent le réel. Capacité aussi de construire pour chacun d'entre nous une vie qui soit vraiment singulière, une vie qui soit à la hauteur de chacune de nos différences personnelles, de la différence de nos talents, de nos sensibilités, de nos goûts, de nos histoires. Bref, la culture nous aide à faire la différence. Et la culture, donc, en ce sens, nous aide à être libres. Elle nous aide à nous reconnaître dans la singularité de notre vie et à reconnaître les singularités qui sont autour de nous. À reconnaître et à nous émerveiller de ce monde où tout est singulier, où tout est nouveau, où tout est véritablement susceptible de nous émerveiller. La culture est capacité de différenciation, capacité de distinction, et en ce sens, elle est puissance de liberté. Et de cela, justement, il me semble que nous devons être reconnaissants. La culture meurt de notre ingratitude à l'égard de l'héritage que nous avons reçu. Et le grand mystère, c'est que ce soit précisément des générations qui ont tout reçu qui se soient interdits de transmettre. Des générations qui avaient vécu le meilleur de la culture et qui ont préféré ne pas l'enseigner à ceux qui les suivaient parce qu'ils avaient considéré subitement et d'une façon si étonnante que la culture en fait était synonyme d'aliénation et d'enfermement. Cette ingratitude elle tue la culture, alors qu'au contraire, l'acte de reconnaissance, qui consiste à considérer précisément que nous ne sommes pas des self-made men, qu'aucun d'entre nous ne s'est fait tout seul, que même ce qu'il y a de plus libre en nous, nous le devons encore à ceux qui nous ont précédés, cet acte de reconnaissance peut à lui seul refonder l'acte éducatif dans sa fécondité propre. Il me semble qu'il y a une urgence de la reconnaissance, et c'est mon deuxième point, parce que de fait, méditer sur cette nécessité de la médiation, c'est méditer sur l'extraordinaire fragilité de nos vies, sur l'extraordinaire fragilité de la liberté dans l'homme, sur l'extraordinaire fragilité de l'humanité même dans l'homme. Ça n'est pas si facile que cela d'être humain et de devenir vraiment humain. Et sans culture, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas d'humanité accomplie. Alors de fait, le mystère du mal, et l'expérience du péché originel nous le dit chaque jour, l'expérience du péché en nous-mêmes nous le dit à chaque instant, le mystère du mal fait que même avec la plus grande culture, l'homme est encore capable d'être inhumain. Mais ce qui est certain, c'est que sans culture, l'homme ne peut pas être véritablement humain. Il ne peut pas être tout à fait humain. Sans culture, l'humanité même de l'homme n'est pas encore vraiment accomplie. Sans culture, nous revenons à cette barbarie qui précisément nous inquiète aujourd'hui dans le délitement de la transmission, parce que nous la voyons ressurgir partout. Rousseau était plus généreux que nous dans le caractère explicite de sa prédiction. Rousseau décrit ainsi son élève, Émile. Il en fait le portrait robot. Et ce portrait robot peut-être ressemble-t-il à bien des égards à une jeunesse que nous ne voulons pas voir, que nous ne voulons plus voir parce qu'elle nous inquiète et qu'elle nous angoisse. Émile, écrit Rousseau, Émile sait peu généraliser d'idées, peu faire d'abstraction. Il ne sait ce que c'est que métaphysique ou morale. Et c'est une description positive chez Rousseau. Il ne sait ce que c'est que métaphysique ou morale. Il n'a aucune idée des relations de l'homme à l'homme, mais il sait tout des relations de l'homme aux choses. Il lui suffit qu'il sache partout trouver son profit dans les lieux où il se trouve. Émile, continue Rousseau, n'est pas un sauvage fait pour habiter dans la nature, c'est un sauvage fait pour habiter dans les villes. Rousseau était plus généreux que nous en ce sens qu'il acceptait les conséquences de cette éducation négative, de cette éducation qui refuse la transmission. Cette éducation qui refuse la transmission, elle ne peut produire que de la sauvagerie. Et il me semble que nous ne comprendrons pas la sauvagerie contemporaine lorsqu'elle se manifeste précisément chez un certain nombre de ces jeunes à qui nous n'avons rien transmis. Nous ne le comprendrons pas si nous ne comprenons pas que cette sauvagerie est étroitement liée, non pas à leur personnalité, qui est riche de promesses d'humanité comme chacune des nôtres, mais précisément à cette aliénation véritable qu'est le retrait de la transmission que nous leur avons fait subir. On ne comprendra rien, par exemple, à l'absurde, à la délirante violence de l'État islamique et à son incroyable succès dans un certain nombre des quartiers les plus défavorisés de nos villes, si on ne comprend pas que l'État islamique et sa propagande ne prospèrent que sur l'aliénation et que sur le vide de la culture que nous avons laissé derrière nous, sur le vide absolu de la transmission. Et c'est précisément dans ce vide de la transmission que se construit la promesse d'une barbarie nouvelle. Il y a donc une urgence absolue à retrouver le sens de la transmission, à faire cet acte de reconnaissance dont je parlais à l'instant, à reconnaître que c'est à la culture que nous devons toute l'humanité en nous, que nous devons l'accomplissement même de notre propre humanité. C'est là une urgence décisive, car refuser de transmettre la culture est sans doute précisément
une façon de refuser de transmettre à nos successeurs une vie qui soit encore une vie vraiment humaine. Refuser de transmettre à nos successeurs l'humanité même de l'homme. C'est peut-être d'ailleurs une nouvelle forme de crime contre l'humanité et de crime justement contre l'humanité même dans chacun de ceux qui nous suivent. Et puis ma dernière remarque, sans doute plus souriante et plus joyeuse, consiste à dire qu'au fond, cette méditation sur la médiation et sur la nécessité de la médiation donne un relief particulier à chacun des instants de notre vie, chacune des étapes de notre aventure humaine, en ce sens que précisément nous comprenons que nous sommes toujours en chemin vers nous-mêmes, que nous ne coïnciderons jamais tout à fait avec notre propre personnalité. Et c'est là ce qui est la cause de beaucoup de nos troubles et de beaucoup de nos inquiétudes. Et en même temps, justement, qu'il y a quelque chose de merveilleux dans cette grande aventure de la vie qui consiste à devenir vraiment soi-même, à accomplir véritablement en soi-même sa propre humanité et sa propre liberté. Et ceci n'est pas une aventure solitaire. Nous ne sommes pas, encore une fois, des self-made men. Aucun d'entre nous ne peut se faire tout seul. C'est dans la relation avec l'autre et c'est dans le dialogue avec l'autre que nous pouvons accomplir ce que nous sommes. Et alors le dialogue prend désormais une importance décisive, une importance considérable. Il ne s'agit plus simplement d'organiser tranquillement le vivre ensemble, de se fixer des règles communes pour que les individus puissent, de façon juxtaposée, exister communément sans trop se faire de mal entre eux. Il s'agit au contraire de regarder l'autre comme une occasion à chaque fois singulière de progresser vers ma propre personnalité, d'accomplir ma propre liberté, d'enrichir ma propre humanité. Et c'est là peut-être quelque chose qui donne un relief particulier à ces 2 jours que vous allez passer ensemble. Au fond, ce qui va se passer dans les 2 jours n'est pas simplement l'occasion de recevoir un certain nombre d'idées, de concepts, d'enseignements. Ce qui se passe pendant ces 2 jours, c'est l'occasion d'entrer dans un dialogue qui, je l'espère, fera grandir en vous votre propre liberté et vous rapprochera de ce que vous êtes, chacun d'entre vous, de façon singulière et unique. De façon absolument singulière et absolument unique. Voilà quelque chose qui est merveilleux parce qu'au fond, encore une fois, dans le dialogue avec l'autre, il ne s'agit pas simplement d'acquérir du matériel intellectuel. Il ne s'agit pas simplement de recevoir des arguments, de recevoir des idées. Non, il s'agit profondément de devenir soi-même. Ce qui va se passer pendant ces 2 jours n'est pas accessoire, mais essentiel. Et je vous souhaite d'y trouver une occasion supplémentaire de cultiver en vous votre propre humanité, votre propre liberté. Et c'est cela sans doute, cultiver en soi-même son propre bonheur en le partageant avec les autres. Merci encore.